En avril, il y a encore une fois beaucoup de sorties qui sont intéressantes, même si légèrement moins que les 2 derniers mois, et heureusement parce que à chaque fois c'est hyper compliqué de faire des choix de ce que je vais pouvoir vous présenter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des sorties littéraires du mois d'avril. J'en ai sélectionné une vingtaine, du coup je vais pas perdre de temps, je vais essayer d'aller rapidement sur chacun des livres. Le 2 avril, nous avons en premier Not in Love de Ali Hazelwood dans la maison d'édition Hauteville. Not in Love, du coup, c'est un one-shot comme tous les livres de Ali Hazelwood, sauf Bride qui va avoir un deuxième tome, mais sur un autre couple. C'est un livre un petit peu plus pimenté que les autres livres de Ali Hazelwood. On va suivre du coup Rue et Ellie. Rue va rencontrer Ellie lors d'une soirée et va faire sa petite affaire avec lui. Et elle a une règle en or, jamais 2 rendez-vous avec un même garçon. Du coup, elle fait sa petite affaire avec Ellie, elle est persuadée qu'elle ne le reverra jamais, sauf que les choses ne vont pas se passer exactement comme elle l'avait prévu. Du coup, elle travaille dans une entreprise et cette entreprise, elle découvre le lendemain matin qu'elle a été rachetée par Ellie et ses associés. Et lui, ce cher Ellie, lui ce qu'il se dit c'est hey, cette entreprise elle est intéressante, mais ce qu'il y a de plus intéressant c'est la petite madame là qui est ici. Bref, en gros lui ce qu'il veut c'est l'avoir pour lui. Le 2 toujours, nous avons le tome 2 de la saga Kings of Sin de Hannah Huang, donc cette fois c'est l'orgueil. Dans ce deuxième tome on suit Kai et Isabella. Kai lui c'est un homme d'affaires très riche, enfin bon la rengaine hein, on a compris, et Isabella elle c'est une barmaid. Elle a l'habitude un petit peu de pécho tous les hommes etc, sauf lui, mais bon bah de toute façon ça il ne l'intéresse pas parce que bah il a des passe-temps vraiment boring et lui tout ce qui est relation tout ça ça ne l'intéresse pas, il préfère se concentrer sur son business. Le truc c'est qu'il a l'habitude d'aller là où elle travaille et à force d'échanges de regards entre les deux, bon des petites choses pourraient se réveiller dans leur cœur et pas que. Bref, lui, maintenant ce qu'il a envie, c'est de la revendiquer comme sienne. Le 2 toujours, cette fois je vous présente pas un roman, mais je vous présente un petit webtoon, manhwa, comme vous voulez. C'est la saga Freaking Romance de Snail Lord. C'est le tome 3. Dans cette saga, on suit 2 personnages, Zilith et un homme un petit peu mystérieux. Zilith, c'est une femme vraiment très elle est happy, tout va bien et tout, enfin tout va bien, non mais voilà, c'est une femme qui est un petit peu hyper joyeuse, hyper enthousiaste, elle donne la pêche quoi, et elle déménage dans un appartement qui est soi-disant maudit, et elle est là genre chouette, il est maudit, parce qu'elle adore tous les trucs un petit peu d'horreur, tout ça, vous voyez. Toutes les personnes qui ont habité là précédemment ont dit qu'elles avaient vu des fantômes, tout ça, du coup elle, bon elle se dit chouette, mais en même temps elle y croit pas trop. Elle va découvrir qu'en effet, potentiellement, il y a un fantôme dans cet appartement, un jeune homme qui est, soit dit en passant, un petit peu... bon... voilà quoi. Au début elle va avoir peur, mais elle va continuer à y vivre, elle va continuer à essayer d'interagir avec ce fantôme jusqu'à petit à petit en découvrir plus sur plein de choses. Regardez-moi, ces dessins, ils sont incroyables. Le 3 maintenant, dans la maison d'édition Roncière par H.D. Carlton, il y a Ça te fait mal. Dans ce livre on suit Sawyer et Enzo. Sawyer c'est une femme qui est en fuite. Pour s'aider dans cette fuite, elle arnaque des hommes, c'est-à-dire que elle va les séduire, elle va passer la nuit avec eux, et le lendemain elle va disparaître, mais avant de disparaître elle va voler leur identité entre guillemets et piocher un petit peu dans leur compte en banque, pas pour très longtemps mais assez pour pouvoir au moins vivre un petit peu. Et là elle a fui l'Amérique, elle se retrouve en Australie. Son choix va se porter sur Enzo. Son choix se porte toujours sur des hommes, elle les choisit bien quand même, elle les observe sur des hommes qui sont un petit peu riches et qu'elle est persuadée qu'ils ne vont jamais, ou en tout cas ce sera trop tard quand ils vont regarder leur compte en banque. Ça la rend un petit peu mal de faire ça parce qu'il y a vraiment un lien qui se fait assez rapidement entre elle et Enzo, mais bon faut bien qu'elle survive dans ce monde. Du coup elle va faire ce qu'elle fait d'habitude, sauf que Enzo va s'en rendre compte assez vite
il va vouloir se venger et la vengeance va mal tourner. C'est-à-dire qu'ils vont tous les deux se retrouver coincés pendant un mois sur une toute petite île sur laquelle il n'y a qu'un phare. Et pourquoi un mois? Faut attendre qu'un gros cargo qui passe une fois par mois arrive pour donner tout ce qui permet au monsieur qui vit dans ce phare de vivre. Il faut qu'ils attendent entre 3 semaines et un mois avec ce monsieur sur une toute petite île alors qu'ils se détestent mutuellement parce que Enzo a voulu se venger. Et en plus le phare, il est un peu creepy quand même. Bref, c'est une dark romance slash thriller. Toujours chez Roncière et toujours le 3. Nous avons Spirale de Balcabrac. On est dans une petite histoire de fake dating entre Elias et Sage. Elias, lui, c'est un homme qui a tout pour plaire et tout. Le problème c'est qu'il galère un petit peu, il est harcelé par les tabloïds, tout ça, il est soi-disant un playboy et tout, bref, la misère. Et Sage, elle, c'est une ballerine. Le problème c'est que elle a beau être très douée et tout, il lui manque de la notoriété, ce qui fait qu'elle galère à trouver un premier rôle parce que, on le sait tous, hein, malheureusement dans ce monde, si tu connais personne, tu galères. Ils vont passer un marché, c'est de faire semblant d'être en relation, comme ça elle gagne de la notoriété du monsieur de Elias et lui il va devenir plus sage, il va moins se faire harceler parce que c'est bon, maintenant il est maqué, tout va bien. Le problème, on le connaît tous dans un livre avec la trope fake dating, c'est qu'au bout d'un moment on se sait quoi. Le 3 toujours, cette fois chez De Saxus, nous avons le 4e tome de The Bone Season par Samantha Shannon qui est réédité dans la version anniversaire. Dans ce livre, on est en 2059 et on suit Paige. On est dans un monde un petit peu dystopique, futuriste. Paige, elle, c'est une personne qui est dans la paix et qui petit à petit monte un petit peu dans l'univers du crime. Et Paige, elle, c'est une marche-rêve, c'est-à-dire qu'elle peut s'immiscer dans l'esprit des gens. Un jour, elle va se faire capturer et emmener à la capitale où elle va découvrir que les clairvoyants, ils sont utilisés pour leur pouvoir. Et elle, avec son don un petit peu unique, elle va se rendre compte que elle est la proie de toutes les convoitises. Du coup, il y a deux solutions, soit son pouvoir pourra signer sa survie, soit son pouvoir pourra signer son trépas. Elle va devoir former des alliances avec différentes personnes, parfois un petit peu inattendues, pour espérer s'en sortir et potentiellement, j'imagine, renverser un petit peu le pouvoir en place. C'est un petit peu le but dans ce genre de livre. Toujours le 3, cette fois dans la maison d'édition Olympe, on a Powerful de Lauren Roberts, qui est le tome 1.5 de la saga Powerless, qui sera une trilogie. C'est un tome qui se passe en même temps que Powerless et qui suit la meilleure amie de Paydin. Dans ce livre, on suit Adena au moment de l'intrigue du tome 1, c'est-à-dire quand Paydin est sélectionnée pour rentrer dans les jeux un petit peu mortels, tout ça. Et du coup, elles se retrouvent toutes seules. Toute leur vie, elles ont, enfin une bonne partie de leur vie en tout cas, elles ont travaillé à deux. Il y avait Paydin qui volait des choses pour qu'elles puissent se nourrir toutes les deux. Et pendant ce temps, Adena, elle cousait, elle vendait des choses qu'elle cousait, etc. Elle se faisait de l'argent comme elle pouvait. Sauf que maintenant qu'elle se retrouve toute seule, faut qu'elle réussisse à se nourrir. Elle vole, tout ça, jusqu'au jour où elle se fait un petit peu choper. Mais tout va bien se passer parce qu'elle va rencontrer Mac, un monsieur au pouvoir un petit peu étrange, qui va lui proposer qu'ils s'allient tous les deux pour, vivre déjà et potentiellement pour qu'ils puissent voir au moins leurs proches qui sont dans les épreuves de la purge, donc ces épreuves mortelles. Le 4, en auto-édition, on a La Louve et la chamane de Evelina Simon. Ça se passe dans le même univers que la duologie Esprit de louve. On va suivre dans ce livre une jeune louve, donc métamorphe, qui a vécu quelque chose qui a brisé totalement sa famille et depuis ce moment-là, ça fait 4 ans, elle fuit partout. La louve qui est en elle est de plus en plus puissante, prend de plus en plus le pouvoir, elle se bat de plus en plus contre elle, bref, c'est la merde. Un jour, elle va tomber sur son oncle et elle se dit chouette, tout va changer, je vais enfin refaire partie d'une meute, tout va bien aller, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Du coup, encore une fois, elle va se retrouver seule et les esprits de la nature vont la guider vers un cow-boy qui est un loup, lui aussi d'ailleurs, et qui va l'aider petit à petit à apprivoiser la louve qui est en elle, à faire en sorte qu'elle ne devienne plus que une toutes les deux, à ce que tout se passe bien
pour elle. Le truc c'est que ses jours sont comptés. On fait un petit bond dans le temps. Le 9, dans la maison d'édition Hugo, il y a The Charlie's Method par Elle Kennedy. Dans ce livre, on suit Charlotte, Will et le meilleur ami de Will. Charlotte, elle, c'est une femme qui mène actuellement 2 vies. La journée, c'est une étudiante parfaite, elle fait partie d'une sororité, vous voyez un petit peu Et la nuit, par contre, rien à voir, c'est Charlie. Elle est un petit peu casse-cou et surtout elle cherche à s'amuser. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve sur une application de rencontre à parler avec 2 personnes anonymes et absolument canon. Will, lui du coup c'est un joueur de hockey je crois. Il est le fils d'un membre du congrès qui est visiblement assez anxiogène et alors qu'il y a eu un scandale qui a touché une équipe de hockey, le père il est là genre oulala il faut pas que ça arrive à mon fils, du coup il engage des journalistes qui sont tout le temps sur le dos de Will. Sauf que Will lui, ce qu'il veut absolument que personne ne découvre, c'est qu'il a l'habitude de partager des filles dans son lit avec son meilleur ami. Et les choses vont encore plus se compliquer quand Charlotte ou Charlie va découvrir que les 2 personnes avec qui elle discutait sont Will et le meilleur ami, que ce sont tous les 2 des joueurs de hockey qui sont magnifiques. Et les choses vont encore plus se compliquer quand potentiellement des sentiments vont se mêler à tout ça. Le 9 encore une fois, chez Brajlon, il y a À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft qui est un one-shot. Dans ce livre, on va suivre Lorelei qui a toujours rêvé d'être une naturaliste et un jour son rêve pourrait bien se concrétiser lorsque elle part en expédition avec d'autres étudiants dans ce but-là. Le problème c'est que les étudiants avec qui elle est la regardent un petit peu de haut, ils sont là genre c'est qui celle-là, enfin ok. Tout va encore plus s'empirer lors de son expédition dans ce voyage pour devenir naturaliste, tout ça. Va y avoir un meurtre. Le coupable c'est forcément quelqu'un qui est parti avec eux, enfin voilà en fait. Forcément. Ils vont tous être obligés d'être en binôme, tout ça, et elle va se retrouver avec Sylvia, qui est ultra insupportable. Et dans toute cette quête pour découvrir ce qui s'est passé, pour devenir naturaliste, tout ça, elles vont découvrir plein de secrets dans ce royaume. Des secrets où elle se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sauver ce royaume? Sachant que si l'assassin frappe encore, ça risque de créer un coup d'état, donc ça pourrait être la merde dans le royaume. Le 10, chez Lumen, il y a Sky Shade de Alex Aster qui est le tome 3 de la saga Lightlark. Dans cet univers, il y a tous les 100 ans une compétition mortelle qui s'appelle le Centenal dans lequel les souverains des 6 royaumes doivent participer, sachant que, alors là ce n'est pas un seul vivra à la fin de ces épreuves, c'est un mourra à la fin de ces épreuves. Ces épreuves permettent au royaume de potentiellement vaincre une malédiction. Dans cette saga, on suit Isla qui est la souveraine d'un peuple un petit peu de sauvage, un peuple dans lequel, genre, quand tu tombes amoureux, tu tues la personne dont tu tombes amoureuse. Genre, on est où là? Tout son peuple croit en elle pour potentiellement vaincre la malédiction, tout ça, sauf que elle a des secrets. Elle va devoir potentiellement trahir, tromper, tricher, tout ce que vous voulez quoi, pour réussir ses jeux, pour survivre, tout ça. Le 14, chez Bookmark, il y a le tome 1 de La Terre des Bannis, donc Northern Wolves, de Lia Torres. Dans ce livre, on suit Callista, qui est une jeune louve qui n'a pas respecté la règle fondamentale des loups, c'est-à-dire que il faut pas se transformer devant les humains. Du coup, elle fuit. Elle se retrouve en Alaska, elle se dit chouette, je vais être pépère, pépouze, tout va bien. Elle va se retrouver face à une autre meute de loups qui n'est pas forcément très contente, pas forcément très ravie qu'elle soit là. Et surtout, c'est une meute de loups qui suit ses propres règles. Dans cette meute, il va y avoir Knight qui est un tracker et qui n'est vraiment vraiment pas content qu'elle soit là parce qu'elle pourrait potentiellement foutre le bordel. Il veut absolument qu'elle se mette à respecter leurs règles à eux, sauf que elle, bah elle est là genre non, j'ai pas envie. Le 16 chez Calix, il y a The Half King de Melissa Landers. Dans ce monde, la déesse a maudit tous les premiers-nés des familles de nobles. Dans tout ça, la famille royale a reçu potentiellement la pire malédiction, c'est-à-dire que le premier fils, donc potentiellement le roi, est voué à toutes les nuits se transformer en ombre. Et plus le temps passe, plus l'ombre va prendre de la place sur l'humain. Jusqu'à son 21e anniversaire où potentiellement il se perdra à tout jamais dans les ombres. Dans ce monde, toutes les secondes filles d'une famille, peu importe si c'est noble ou pas noble, doivent vivre
pour le temple, doit vivre pour la déesse, a des obligations. Cerise, ça se passe pas forcément très bien. Et un jour, elle va être appelée pour aider le roi actuel avant son 21e anniversaire, donc avant qu'il se perde à tout jamais dans les ombres, sachant que Cerise actuellement c'est la honte de sa famille. Le 16, toujours chez J'ai lu, il y a The Wrong Bride de Catherine Maura. Dans ce livre, on va suivre Raven et Arès. La sœur de Raven, Hannah, devait se marier avec Arès de Windsor. Voilà. Sauf que le jour du mariage, elle est pas là. C'est Raven, notre protagoniste, qui va prendre sa place et qui va épouser Arès de Windsor parce qu'un mariage doit absolument avoir lieu. Ce mariage, il est un petit peu plus compliqué que prévu. Dans le sens où Raven, la protagoniste, est amoureuse de Arès depuis toujours, mais Arès, le protagoniste, est amoureux de Hannah, la sœur de Raven, depuis toujours. Il n'a Dieu que pour elle. Un poil compliqué, quoi. Toujours le 16, chez Corrigan, il y a le deuxième tome de Darkless par Elema Decker. Dans le premier tome, on suit... Comment qu'elle s'appelle? On a le nom? Dans le premier tome, on suit Rosalia et Kael. On est dans un monde où les démons se sont révélés il y a déjà un petit moment aux yeux des humains. Ils ont leur propre loi, c'est-à-dire pas de loi du tout. Leur propre hiérarchie, c'est-à-dire un maître des démons, un peu comme une meute. Surtout, ils vivent un petit peu en dehors des humains. Rosalia, elle, c'est une humaine, tout ce qu'il y a de plus humaine, qui galère un petit peu dans la vie et va se retrouver à travailler dans un bar-restaurant de démons à la frontière entre le territoire démon et le territoire humain dans la ville où elle habite. Et c'est là que toute sa vie va basculer le jour où, sans faire exprès, mais vraiment sans faire exprès, elle se retrouve à avoir volé une sorte de pierre un petit peu spéciale, pierre, cristal, enfin un truc spécial, dans lequel visiblement il y avait le pouvoir, une partie du pouvoir de Kael, le chef des démons de sa ville, et surtout un chef impitoyable. Voilà quoi, un démon quoi. Les démons n'ont pas de... n'ont pas vraiment de morale. Ça va pas forcément très bien se passer pour elle, alors qu'elle, elle a vraiment pas fait exprès, parce que sans faire exprès, du coup, elle a ingurgité le pouvoir, qui pourrait potentiellement en plus la tuer, donc c'est cool, sachant que si elle... le pouvoir aussi, et lui, Kael, lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer ce pouvoir. Le 17, chez De Saxus, il y a Le Voile écarlate de Shelby Mayurine. Dans ce livre, on suit Célie, qui est une jeune femme qui est souvent mal jugée, trop craintive, trop chétive, voilà. Du coup, elle surprend tout le monde le jour où elle s'engage avec les chasseurs de sorcières. Et sa vie va prendre un tournant décisif le jour où elle va tomber sur une sorcière. Elle va la découvrir énormément de secrets et va se rendre compte que peut-être que elle est au cœur de quelque chose de plus grand que ce qu'elle imaginait et qu'elle risque d'y laisser son cœur et sa vie. Le 18 chez Marceau, il y a The Blood of Hercule de Jasmine Mass. Là, on est dans un harem inversé. J'assume, j'ai déjà précommandé 2 versions reliées avec Jaspage, alors que je ne l'ai pas encore lu. Dans ce livre, on suit... Alors, est-ce qu'on a son nom? Non. On suit une femme qui vit dans un monde dans lequel il y a des titans, dans lequel il y a des Spartes qui sont du coup des immortels et dans lequel il y a des monstres. Et elle, elle pensait qu'elle était juste une humaine, tout ce qu'il y a de plus humain. Sauf que un test sanguin va révéler qu'en fait, pas du tout. Et qu'elle serait en gros Hercule. Du coup, elle se retrouve obligée de rentrer dans une académie, l'académie de guerre, là où elle va passer différentes épreuves et surtout là où elle va voir si elle est destinée à être une immortelle ou pas du tout. Et les choses vont être un petit peu tendues quand elle va se faire enseigner par différentes personnalités, différentes personnes qui sont des monstres, mais qui sont surtout un petit peu possessifs quand même. Le 23 chez Rajo, il y a Une éclatante malédiction de Elisabeth Lim. Dans ce livre, on suit Shani, qui est une jeune femme qui a été maudite, qui est laide, avec une peau de serpent, qui fait peur, enfin bref, qui effraie les autres villageois. Et elle a une sœur qui, elle, est totalement l'inverse, Vanna, qui, elle, a la beauté, Voilà. Shani va tenter de sauver sa sœur, qui est vouée à se marier avec un roi, sauf que c'est un roi cruel. Elle va tout faire pour empêcher ce mariage, quitte à
devoir souffrir le courroux du roi, potentiellement de son père aussi, bref, de tout le monde, mais elle veut absolument sauver sa sœur. Toujours le 23, chez Bookmarks, il y a le tome 3 de Witch Walker par Charissa Wicks, et ce tome s'appelle Le loup et la sorcière. Dans ce livre, on suit Rena qui habite dans une vallée, et dans cette vallée, en fait, tous les ans, il y a un faucheur, donc le faucheur de sorcières, c'est le titre du tome 1, qui vient collecter une jeune femme pour l'amener à son roi et en gros la sacrifier. Et Rena, elle a 24 ans, elle n'a jamais été choisie, donc elle n'a peur de rien, mais maintenant elle a encore moins peur parce qu'elle veut absolument se venger. Elle veut se venger parce que sa sœur a été choisie. Le problème c'est que tout ne va pas se passer comme prévu parce que le jour de la collecte, le faucheur, donc celui qu'elle voulait absolument pour se venger, vient à elle. En gros, elle va devoir s'allier à lui et il est le seul à pouvoir sauver sa sœur. Elle va se retrouver propulsée du coup dans un autre monde, dans un mythe entre le feu et le givre, tout ça, et elle va devoir aider le faucheur à sauver le roi de Givre des mains de leur ennemi. Sauf qu'entre tout ça, la frontière entre le bien et le mal va devenir un petit peu floue. Bref, c'est la merde. Et on termine le 23 toujours, chez Bookmarks toujours, L'âme noire de Isla Davon qui est un harem inversé. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui a tout perdu. Elle a été brisée, malmenée, torturée et à la fin tuée après quelques années à pourrir en prison. La vie est bien faite parce qu'elle revient 10 ans en arrière. Elle se voit offrir une seconde chance dans la vie. Et cette seconde chance, elle compte bien la prendre. Le problème, c'est que 10 ans en arrière, ça fait qu'elle se retrouve à devoir aller à la Wensreach Academy. Donc je pense que c'est là où tout a commencé pour elle. Et du coup, cette fois, elle compte bien faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça s'est passé dans sa première vie. Elle compte bien se venger et elle compte bien faire tomber des têtes. J'adore ce genre d'histoire de female rage, de retour dans le passé, de vengeance. Je tiens à dire, petite exclue, rien que pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, il est possible que l'un des prochains livres que je vais écrire, parce que oui, j'écris, potentiellement le deuxième, soit une histoire de retour dans le passé, mais un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai rien dit de plus, j'ai rien dit de moins, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes les seuls à avoir connaissance de cette information actuellement, puisque vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et c'est une bonne manière pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel livre potentiellement vous intéresse et même pourquoi pas pour quel livre vous aimeriez avoir une chronique ici ou sur Instagram. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.